Euh, bon, préalable, je tiens à remercier les organisateurs de ces doctorales, leur tête, Monsieur le Doyen, et mon ami Amouden. À vrai dire, je ne sais pas si c'est judicieux de prendre la parole après le professeur Sba. C'est très difficile. Donc, je pense que même le public il est un peu fatigué, donc je vais essayer de condenser au maximum l'information. Je vais, euh, je vais essayer de... Bon, là, c'est pas vraiment une conférence, mais c'est un point de vue. Je peux le considérer comme un point de vue adressé aux doctorants. C'est le point de départ. J'ai organisé un séminaire doctoral, j'ai assuré un séminaire doctoral la semaine passée à Blida pour les premières années de doctorat, bien sûr. Donc, à un certain moment, on a abordé les thématiques. Ils m'ont dit que voilà, les thématiques sont imposées par l'administration, bien les porteurs du projet. C'est-à-dire que les thématiques ne sont pas choisies par les étudiants. De là, quand on m'a appelé pour assurer la conférence, j'ai trouvé, parce que là, il ne faut pas vraiment, la recherche didactique, fondement épistémologique et repères méthodologiques, je vais essayer surtout de parler de l'épistémologie. L'épistémologie, bien sûr, c'est la science des sciences. Vous allez voir que je vais être pragmatique. Donc, comme vous le savez, mon ami ce matin, le vice-doyen, il a évoqué que voilà, il existe deux types de sciences. Donc, il y a les sciences dures, bien les sciences naturelles, et les sciences humaines et sociales. Pour le philosophe Auguste Comte, il dit, voilà, les sciences dures, ou bien les sciences naturelles, ont précédé les sciences humaines. Les sciences humaines, il a considéré les sciences humaines comme des sciences importantes, mais complexes. Bon, la réponse de Morin, un philosophe récent, bien sûr, Ottokar Morin, il a dit, voilà, c'est vrai, je vous lis quelques propos de Morin, justement pour répondre à Auguste Comte. Il a dit que voilà, le phénomène n'est pas simple, il est simplifié. Et il n'y a pas de phénomène simple, il y a des phénomènes uniquement simplifiés, et toutes les sciences font face au défi de la complexité. Ça, c'est la réponse de Morin. Mais, il faut savoir que dans les propos d'Auguste Comte, il y a de la logique. Parce que les sciences humaines ont une caractéristique que les sciences dures n'ont pas. On a affaire à des humains. Quand on a affaire à des humains, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de dimensions qui rentrent en jeu quand on aborde le phénomène humain. Entre autres, la conscience, par exemple, l'idéologie, la culture. Quand on étudie la pluie ou la grenouille, on n'a pas affaire à une conscience ou bien à l'idéologie ou bien à la culture. Ce qui fait que le phénomène humain, il est très complexe. Bon, cela dit, une fois donc cette précision établie, nous allons nous attarder sur l'objectif de faire de la science. Moi, j'ai fait l'expérience moi-même. Quand je demande aux doctorants pourquoi préparez-vous une thèse? Qu'est-ce qu'elle va vous servir une thèse? Pourquoi préparez-vous une thèse? La majorité des réponses, pour avoir le titre, un travail, une promotion, on ne m'a jamais dit c'est pour chercher de la vérité ou bien pour éclaircir un phénomène. Je pense que c'est la majorité. Bon, j'ai fait l'expérience à Blida, mais je pense que c'est pareil partout. Le problème, justement, il est là. Maintenant, vous allez me dire quelle est la relation entre l'épistémologie et la réponse des doctorants. Bien, si on fait quelque chose, un travail quel qu'il soit, si on ne le fait pas pour la cause pour laquelle il est destiné, impossible d'arriver à des résultats fiables. Si on fait de la recherche, c'est pour chercher de la vérité. Maintenant, si on le fait pour le diplôme, ou bien pour avoir une promotion, c'est sûr, vous allez faire un travail, peut-être vous allez le soutenir.
Mais la fiabilité de ce travail, ça, c'est à discuter. Là, je vous donnerai des exemples, là, des exemples concrets, parce que quand ce qui fait l'originalité d'un travail, c'est quoi? Quand on prépare un travail académique ou bien scientifique, qu'est-ce qui fait son originalité? C'est le détail et l'imprévu. C'est ça l'originalité d'un travail. C'est le détail et l'imprévu. Or, d'ailleurs, vous pouvez lire les thèses, dans la majorité des cas, on confirme les hypothèses. C'est très rare de dire que voilà, les hypothèses sont infirmées. C'est très très rare. À l'avance, on connaît la réponse. À l'avance. Maintenant, si on veut faire attention aux détails, si on veut, c'est-à-dire donner de l'essence au travail, il faut garder le but pour lequel ce travail est mené. Si on fait une thèse de doctorat pour avoir le diplôme, on ne peut pas faire attention aux détails et on peut pas, il va y avoir ce qu'on appelle une distanciation entre nous et le travail effectué. Et cette distanciation va faire que on ne fait pas attention à beaucoup de choses. Et je l'ai remarqué dans les thèses que j'ai expertisées. Pour vous donner un exemple concret, je vous invite à lire une définition du rôle de l'enquêteur, c'est-à-dire quelqu'un qui mène une enquête. Regardez comment il est défini par un méthodologue. Bon, là, parce qu'on n'a pas assez de temps, donc ça, j'ai préparé l'exposé du travail, je vais passer directement à la définition. Je vais revenir au paradigme. Voilà. Regardez bien les qualités d'un bon enquêteur. Ça, je l'ai trouvé dans un livre très intéressant, méthodologie. Donc, je vous laisse lire un moment. Vous allez remarquer qu'il y a énormément de mots qui touchent l'affect, l'émotion. Il y a le goût, le jugement, intéressé, plaire, déplaire. Vous voyez, bah, j'ai mis en gras les mots, hein, chaleureux, sympathique, confiance. Ça, c'est la définition d'un bon enquêteur. Maintenant, imaginez que vous faites un travail qui ne vous intéresse pas, vous n'avez pas choisi. Ne me dites pas que vous allez être sympathique, chaleureux avec la personne avec qui vous allez faire l'entretien. Ne me dites pas que vous allez faire confiance ou bien il va vous faire confiance parce que votre objectif, c'est de finir vite, c'est de liquider, c'est d'arriver à finir l'enquête. Donc, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Je vous dis bien, je l'ai bien remarqué dans les enquêtes qui ont été menées. Pourquoi j'évoque tout ça? J'arrive à un point important, justement, je vais évoquer à la suite des propos de mon ami Amoudin, la contextualisation, mais là, je vais prendre la contextualisation d'un autre point de vue. Je vais parler de ce qu'on appelle une notion chère, le fondateur c'est Thomas Kuhn, c'est le paradigme. Parce que c'est le noyau d'un travail scientifique, c'est la partie théorique. Les doctorants, on peut appeler ça la partie théorique. Regardez la définition de ce que veut dire un paradigme. Et dites-moi, est-ce que vous avez pris en considération cette définition quand vous avez rédigé ou bien que vous êtes en train de rédiger votre partie théorique? Voilà la définition d'un paradigme. Un paradigme, ici je donne la définition, c'est un ensemble de théories. Quand je dis un paradigme, c'est un ensemble de théories qu'on adopte pour éclaircir ou pour trouver la réponse à une question. Veut dire que la réalité, elle est entre nous et ce paradigme. Je ne peux pas y aller sur le terrain sans paradigme.
Je vais utiliser le paradigme pour essayer de comprendre le phénomène ou bien la question sur laquelle je cherche une réponse. Donc, à vrai dire, le paradigme, c'est une perception, c'est comme si je me représente, c'est-à-dire qu'il y a une vérité absolue, je ne peux pas atteindre cette vérité absolue, donc je vais utiliser un paradigme pour éclaircir cette situation. Comme l'a bien expliqué, bon, c'est une métaphore d'un grand méthodologue, c'est Popper. Il dit que voilà, la théorie, c'est des filets qui servent à capter des bouts de la réalité. Le problème avec le paradigme, si je change une théorie, il y a tout le paradigme qui change. Selon le fondateur de cette notion, le paradigme, Thomas Kuhn, ça, c'est la définition de la théorie. Regardez ce que veut dire une théorie. Une théorie, même si elle est fausse, même si elle est provisoire, elle est obligatoire pour y aller sur le terrain. Veut dire, je ne peux pas y aller sur le terrain sans avoir de la théorie. Je ne peux pas expliquer un phénomène sans utiliser la théorie. Quand je dis la théorie, dans une partie, dans une thèse, il y a un cadrage théorique, il y a un cadrage méthodologique. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle les modèles, il y a les composantes que j'extrais des définitions. Je trouve ça rarement, on trouve rarement dans les thèses. Maintenant, revenons au propos de M. Amoudin concernant la contextualisation. Ce qu'on a remarqué, c'est que même on cite les propos des chercheurs. Est-ce que les doctorants sont conscients qu'il faut s'inscrire avant dans un paradigme? Parce que parfois, on trouve dans les parties théoriques des définitions contradictoires. Ce qui fait la caractéristique des sciences humaines, c'est qu'on ne parle pas de paradigme, on parle de quasi-paradigme. D'ailleurs, les teneurs des sciences dures considèrent que les sciences humaines ne sont pas des sciences, c'est des pseudo-sciences, parce qu'il n'y a pas un consensus concernant les paradigmes. Il y en a plusieurs, parfois des définitions contradictoires pour un même concept. Est-ce qu'on peut, ça je me pose la question, je pose la question au public, je pose la question à tout le monde, est-ce qu'on peut justement, en sciences humaines, assurer cette cohésion, cette cohérence entre les théories qu'on peut nommer paradigmes pour constituer un paradigme et l'utiliser pour expliquer une question ou bien répondre à une problématique. C'est que par la suite, dans la partie méthodologique, si je parle maintenant, je vous donne les principes, voilà. Voilà les grands principes, ou bien les fondements, ou bien les règles d'une recherche en sciences humaines. On a la rationalité, l'objectivité, l'expérience, le déterminisme, les mathématiques, la volonté de pouvoir. C'est ça les règles d'une démarche scientifique en sciences humaines. Si on a une distanciation, c'est-à-dire si on n'a pas choisi la thématique, c'est très difficile de faire de la science, ou bien c'est très difficile de respecter les règles épistémologiques que je viens de... Comment voulez-vous être objectif, c'est-à-dire assurer l'objectivité? L'objectivité, c'est plusieurs points, c'est-à-dire ne pas s'approprier les travaux des autres, ne pas impliquer ses émotions, ne pas, par exemple, ne pas chercher à être le premier pour réaliser un travail. Tout ça fait partie de l'objectivité. Si vous n'avez pas choisi la thématique vous-même, comment voulez-vous assurer cette objectivité? C'est la question que je me pose. Parce que c'est très difficile d'être objectif quand on nous impose quelque chose. Si c'était quelque chose que j'ai choisi une thématique, j'aime cette thématique. Vous pouvez l'expérimenter vous-même. Si quelqu'un, même si c'est un peu, si quelqu'un s'assoit à côté de moi que je ne m'intéresse pas, cette personne ne m'intéresse pas. Si elle part et vous me dites comment elle est cette personne, comment elle est habillée, je peux vous dire, je ne sais pas. Mais imagine que cette personne m'intéresse. Je peux même vous dire que voilà, elle a un poil là. Je vais remarquer les moindres détails parce que la personne m'intéresse. La même chose avec la thématique. Si la thématique m'intéresse, je vais choisir, je vais voir, je vais remarquer des choses.
intéressante. Donc, pour faire la science avec conscience, pas sans conscience, c'est-à-dire respecter ces règles-là, l'expérience avec les deux types, les mathématiques, surtout l'objectivité, la rationalité, il faut avoir, comment on appelle ça, du goût. D'ailleurs, le premier critère dans le choix, j'ai trouvé dans plusieurs livres de méthodologie, il y en a 5 facteurs, mais le facteur le plus cité dans les livres de méthodologie, concernant le choix d'un sujet de recherche, c'est le vécu et le goût personnel. C'est le vécu et le goût personnel. Il y a une recherche qui a été faite pour les grandes découvertes. Ils ont trouvé que voilà, toutes les découvertes récentes effectuées par des gens, ces découvertes ont une relation directe avec le vécu de la personne. C'est une étude sociologique. Voilà, je vais me contenter de ça. S'il y a des questions après, voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ces précisions d'ordre méthodologique. Donc, vous pouvez